Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce deuxième opus des UX Bands. Nous sommes ravis de vous accueillir. Hier, nous vous avons présenté les personas et aujourd'hui, nous allons parler recherche utilisateur. On remercie la FLUPA pour l'organisation de cet événement et je laisse la parole à Vicky qui va vous présenter justement l'association. Oui, merci Lydie. Du coup, FLUPA, c'est une association qui sert à parler d'UX, donc à promouvoir la pratique de l'UX un petit peu de partout. Donc, comme vous voyez, on a plusieurs antennes, notamment en France, en Belgique, à Québec et Luxembourg, et puis maintenant la Suisse. Donc, moi, je suis justement gérante de l'antenne suisse. Donc, on commence à avoir un petit peu de visibilité de partout. On fait des events régulièrement, donc comme celui-ci ce soir. Au sein des antennes, on en fait de différentes sortes. Donc, on peut faire des apéros, des conférences, des présentations de documentaires aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je pense que vous avez tous une antenne FLUPA pas très loin de chez vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Puis, en plus, maintenant, avec le Covid, il y a pas mal d'events en ligne. Donc, là, c'est pareil. Vous pouvez y aller. En plus de tous ces events par antenne, on a deux gros événements qui sont les FLUPA UX Days et les UX Camp. Donc là, c'est le slide pour les UX Days. Donc les UX Days, ça se passe à Paris sur 2 jours. Vous avez un jour de workshop et un jour de conférence. Donc les workshops, en fait, ça sert à présenter plein de petits, ça peut être des jeux, ça peut être des nouvelles techniques, etc. Et les conférences, vous pouvez choisir, il y a plusieurs salles et plein de présentateurs différents. Pour le deuxième gros event, donc c'est les UX Camp. Là, vous avez une soirée où en fait, c'est un cocktail dînatoire, tout le monde apprend à se connaître et tout, c'est assez sympa. Et le lendemain matin, vous avez le petit-déj. Ensuite, suite à ça, vous avez la présentation en fait des différents sujets, donc qui peuvent être soit des ateliers, soit des conférences, soit des débats. Il y a un vote, donc vous participez vraiment. Vous choisissez ceux que vous voulez voir et en fait, ceux qui ont le plus de votes, du coup, sont présentés l'après-midi. All right. Ouais, merci. Donc du coup, à quoi ça sert d'être adhérent? Déjà, ça sert à nous soutenir, du coup tous ces events qu'on vous propose, etc. Et on est tous bénévoles. Et en plus de ça, vous avez des avantages, notamment donc un tarif préférentiel, mais surtout un accès anticipé à la billetterie. Et par exemple, aux UX Days, c'est vraiment hyper important parce que je crois que chaque année, toutes les places, elles partent en 4-5 heures. Donc, si vous avez accès avant, franchement, c'est vraiment top. Et du coup, n'hésitez pas à adhérer à l'association, ça sert à nous soutenir et du coup à avoir ces places en avance. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, donc sur notamment LinkedIn, Slack, YouTube. Et du coup, si je ne me trompe pas, cet event sera enregistré et diffusé sur YouTube. Absolument. Yes. Voilà. Et bonne soirée. Lydie, formidable c'est introduction. à toi, t'es en mute. Pardon, c'était pour pas que vous entendiez les clics-clics. Donc, merci pour cette présentation, Vicky. Donc, hier, comme je vous le disais, on a fait la soirée Persona. Aujourd'hui, on va parler de la soirée User Research. Demain, nous vous parlerons gamification. Et après-demain, pour clore ces 4 soirées de folie, du X stratégie. Donc, pourquoi l'event et comment il va se passer? Notre objectif à nous, c'est de vous partager les différentes découvertes qu'on fait dans notre pratique au quotidien, parce qu'on vient d'univers très différents. On a choisi la thématique médiévale parce que la user research, on le voit un petit peu comme une quête. On vous parlera d'aller chercher de la donnée, etc., de la traiter, donc de différentes missions avec des styles complètement différents. Et donc, le déroulé, c'est qu'on va vous présenter la définition du thème, comment on arrive à la co-construire tous ensemble. Ensuite, on répondra aux questions que vous nous avez posées dans le formulaire. Enfin, on vous donnera l'occasion de rebondir sur nos réponses et de nous poser des questions vis-à-vis en utilisant le chat, donc ou la partie chat ou la partie questions comme vous le souhaitez. Et enfin, on se permettra à nous de vous donner la parole et de vous poser quelques questions, voir s'il y en a qui le souhaitent, de vous faire monter sur scène pour compléter nos réponses.
Donc, qu'est-ce que le X-Band? Le X-Band, c'est un collectif de personnes qui sont un peu barrées, mais avant tout passionnées. Je pense que vous pouvez le voir à travers toutes les thématiques. On vous réserve d'autres surprises, bien sûr, en termes de décorum pour les 2 soirées à venir. Là où on se rejoint, c'est la passion, le fait de vouloir être toujours dans la compétence et du coup de faire avancer les choses. On a une ouverture d'esprit et bien sûr, on fait tout cela dans la bienveillance. Et notre objectif avant tout, c'est de se marrer, d'apprendre ensemble et de partager. Et notre ambition, c'est de contribuer quelque part aux pratiques de demain. Et on vous parlera, si vous êtes sage, des aqua workshops et des chats PowerPoint, qui sont des méthodos qu'on a utilisés notamment pour trouver notre nom. Du coup, l'UX-Bank, c'est 4 joyeux lurons. On a Manu qui a un parcours énorme que je vous laisserai découvrir et qui est aujourd'hui à Asmodée. On a Léo qui est dans la team Ubisoft et qui a un métier passionnant. On a David qui a accompagné des très, très grandes marques. Et pour ma part, aujourd'hui, j'ai cofondé une société qui s'appelle IA Marketing, qui fait du marketing, de l'UX et de l'intelligence artificielle. Et promis sans bullshit. Donc aujourd'hui, on va vous parler de recherche utilisateur. Donc, la définition qu'on a co-construite ensemble et sur laquelle on est d'accord, c'est de dire que la recherche utilisateur ou user research, c'est l'étape dans un cycle de conception qui a pour but de comprendre le comportement, les attitudes ou les cognitions des utilisateurs dans une situation donnée. Cette méthode doit nous amener à réfléchir à la façon dont les facteurs peuvent changer au fil du temps. En comprenant ce qui motive, influence ou encourage vos utilisateurs à interagir, vous pourrez vérifier vos hypothèses. Donc, nous, on est parti de ce cadre-là et c'est à travers ce prisme-là qu'on a essayé de répondre à vos différentes questions. Alors, au tout début, pour parler de user research, on vous propose d'aller un peu plus loin et de dire qu'en fait, c'est aussi trouver la bonne méthode pour répondre à une problématique. C'est pas juste savoir bien faire une interview ou savoir bien faire un questionnaire quanti, c'est aussi et surtout trouver la bonne méthodologie. Quand les gens viennent vers vous et vous dites « je veux faire une table ronde », est-ce que c'est la bonne méthodologie pour répondre à votre problématique? Et donc, votre job à vous, c'est avec votre arme préférée qui est le pourquoi, essayer de remonter sur c'est quoi la vraie problématique de votre sujet et à vous de trouver la bonne méthodologie. Moi, il y a quelque chose que j'utilise souvent dans mon job en tant que petit mémo, c'est cette grille-là qui est géniale, qui est dans le livre Game User Research, qui permet en fonction des questions de votre équipe projet, et tant qu'on n'est pas sur ces questions-là, il faut continuer à demander pourquoi, et en face, qui vous propose des méthodologies qui sont plus ou moins adaptées par rapport aux questions qu'on vous pose. Qui est mon audience? Est-ce que cette feature est mieux que celle-ci? Là, vous avez une grille, et ça, pour moi, c'est vraiment la clé d'entrée du job d'user researcher. On y va, David, sur cette partie? On l'a fait souvent en binôme parce que la user research, c'est pour nous, on le voit vraiment comme étant un yin et un yang entre le quanti et le quali. Moi, d'ailleurs, chez Asmodée, je parle plutôt d'études hybrides. Enfin, ça fait longtemps qu'on parle d'études hybrides, y compris les plus grands instituts. Et sur la partie quanti, il s'agit de faire des stats pour décrire, mesurer et hiérarchiser. Et cette fois-ci, on a vraiment une attitude de géomètre. Donc, on n'est pas dans l'empathie avec les utilisateurs, on est vraiment dans la mesure factuelle et scientifique. Et après, il y a le quali. Et après, en effet, Manu, il y a le quali, après ou avant, hein, ou pendant, mais en tout cas, il travaille, sauf pour dire qu'il travaille vraiment les deux de concert, en fait. Et le quali, où là, on va essayer le plus possible d'aller comprendre l'utilisateur, on va vraiment creuser ici le comment et le pourquoi. Comment est-ce qu'ils font telle ou telle chose? Pourquoi est-ce qu'ils font telle ou telle chose? Donc, on va venir observer des comportements, on va venir identifier des motivations, des besoins, et les deux doivent travailler ensemble parce que le quali ne pourra pas nous dire combien, par exemple. Donc, avec ce yin et yang de quali et de quanti, on arrive vraiment à faire des recherches utilisateurs les plus complètes possibles. Donc ensuite, comment on fait ça, David? Dis-nous comment on organise la donnée. Alors, comment on organise? En tout cas, moi, je vais vous dire comment moi j'organise les données lorsque je fais du quali. Ou en partant des objectifs de recherche, donc bien avant d'aller rencontrer les utilisateurs, on définit nos objectifs de recherche et à partir de ces objectifs, on va définir toutes les questions auxquelles on va venir chercher des réponses en observant ou en interrogeant. Et à partir de ça, on va venir taguer toutes ces observations, tous ces verbatim, donc il va falloir tout venir retranscrire et chacune des choses qui a été retranscrite, que ce soit un verbatim ou une observation, on va venir dire si ça parle si ça traite du premier objectif, du deuxième, en tout cas de quel objectif, quelles sont les notions qui ont été abordées dedans, et surtout aussi venir taguer, est-ce que cette observation ou ce verbatim c'est un pain point, est-ce qu'on est en train de parler d'un comportement, est-ce que ça parle d'outils que la personne est en train d'utiliser, est-ce que c'est une tâche aussi, et tout ce tagage après fait utilisateur par utilisateur, donc c'est pour ça qu'ici il y a des couleurs, pour dire qu'en vert on va venir taguer ce qu'a fait l'utilisateur au vert, ce qu'il a dit, et ensuite du coup on va arriver au slide suivant, comme par magie. Tadam.
où en fait voilà, moi ici j'utilise un framework, j'utilise un outil en fait de traitement de données où je suis venu mélanger plusieurs outils qui me frustraient un petit peu, qui n'étaient pas suffisants, où il y avait par exemple l'Empathy Map, l'analyse hiérarchique des tâches. Empathy Map, on n'a pas toute la chronologie. Dans l'analyse hiérarchique des tâches, on a la chronologie, mais on n'a pas du tout les émotions, les besoins, etc. Ce qui fait qu'ici, je viens taguer, donc bon, j'ai flouté parce que c'est un projet confidentiel. Mais en haut, tout ce qui va venir déclencher, que ce soit une tâche, une sous-tâche, un pain point, tout ce qui va déclencher un comportement ou une motivation, un besoin de la part de l'utilisateur. Tout ce qui est motivation vient ensuite aussi sur le côté. Et tout ce qui est empathy map, de la même façon, je viens le mettre systématiquement sur une tâche, un pain point, pour dire avec qui est-ce qu'il fait ça, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là. Et ainsi, avec tout ce framework, on déroule chronologiquement tout ce qui se passe dans la vie de l'utilisateur, tout ce qui lui arrive. Et ça, que ce soit des données qui viennent de recherche primaire, donc vraiment les études que je fais pour mon objectif, ou secondaire, donc ce que je suis allé chercher par ailleurs, que ce soit du Kali ou du Quanti. Et donc pour ça, pour moi, pour ma part, tout ce qui est, vous nous avez demandé dans les questions, quels sont les outils qu'on utilise. Moi, quand il s'agit de venir traiter du Kali, j'utilise autant du Airtable, du Notion, Dovetail ou Reframer de Optimal Workshop, qui me permet de venir taguer et organiser toutes ces données et ensuite passer sur un format plus genre Customer Journey. Mais en tout cas, pour l'analyse et la synthèse, ce sont les outils que j'utilise sans grande surprise. Ensuite, on va se poser la question de comment convaincre de pratiquer la recherche utilisateur et de permettre aux équipes avec lesquelles on travaille surtout de la prendre au sérieux. Alors, du coup, voilà, j'allais dire, Léo, qu'est-ce que tu en penses, toi? Mute. Hop, je te démute. Notre Léo, alors. Pardon, oups. Donc oui, moi je vais avoir cette approche qu'on a tous en fait, qui est ok. Comment est-ce que je peux amener la personne à prendre conscience de la valeur de l'information en fait et des écarts qu'il peut y avoir entre ce qu'elle connaît aujourd'hui et ce que la recherche va lui apporter, la différence que ça va faire. Donc parmi les approches que j'ai déjà utilisées, il y a une approche un petit peu mythbusting en fait, où on va faire une presse éventuellement avec de l'interaction ou en posant des questions à la personne, ou faut voir comment est-ce qu'on le gère, notamment pour des questions d'ego parfois, mais en tout cas, il y a vraiment la question de comment est-ce qu'on peut amener la personne à se rendre compte qu'elle n'a pas une vision claire des utilisateurs, en fait, qu'il y a un écart entre ce qu'elle pense et la réalité, ou ce qu'elle pense et ce qui va réellement se passer. Un truc qui peut marcher, c'est moi je suis dans une grosse boîte dans laquelle toutes les équipes n'ont pas la même street cred. Donc voilà, il y a des équipes qui ont une bonne réputation et qui ont une grande crédibilité. Donc ça peut aussi être l'occasion de faire intervenir ces équipes-là qui ont une grande crédibilité pour porter ce message-là. Éventuellement, notamment quand on arrive et qu'on débarque et qu'on a moins de crédibilité parce que on est moins bien connu en fait. Une autre approche qui marche très bien, c'est d'amener la personne en test ou de lui montrer des vidéos de test en fait et de lui montrer genre ça c'est la réalité de ce qui se passe, ça se passe comme ça et la personne elle a fait ça et ce genre d'éléments là. Donc encore une fois, mettre en situation la personne de se rendre compte qu'il y a une différence entre ce qu'elle pense et la réalité. Donc pareil, l'amener à tout ce qui est restitution de recherche, etc. Donc faire de la mise en contact au quotidien avec des éléments de données utilisateurs, que ce soit du Quanti ou du Kali. Et à chaque fois trouver le moyen de lui faire prendre conscience de la valeur et de comment est-ce que c'est aligné avec ses objectifs, avec son mindset en fait. Potentiellement un obstacle qu'on va avoir vu, c'est la personne ne prend pas conscience de qu'est-ce que lui, ça lui apporte concrètement par rapport à ses objectifs et ce qu'elle valorise. Donc ici, bien comprendre quelles sont les valeurs de la personne, qu'est-ce qu'elle cherche à obtenir, c'est quoi ses objectifs, c'est hyper clé pour amener en fait les notions de Kali et de Quanti d'une manière qui touche la personne et qui lui fait comprendre la valeur. Et le dernier recours. Là, c'est pro. Alors, on ne vous l'a pas dit en début de partie, mais en gros, on s'est dit qu'on essayait de vous répondre assez rapidement pour vous laisser du temps à la fin. Et moi, j'avais dit que j'utiliserais mon allié Perceval quand ce serait un petit peu long. Donc voilà, si vous avez plein de questions à poser sur Léo, c'est l'occasion de le faire, mais je suis obligée de le couper. C'est pour ça qu'on va un petit peu vite aussi sur les slides. Voilà. C'est vraiment l'idée de vous partager et de ne pas juste parler de nous, parce que sinon, on pourrait être là jusqu'à demain matin, on n'aurait pas bouclé cette soirée-là.
David, du coup, toi, tu avais une autre technique qui est un peu complémentaire. Est-ce que tu peux nous la résumer? Oui, du coup, je fais comme Léo majoritairement, mais c'est vrai que votre question, c'était comment est-ce qu'on convainc quand il y a un client qui dit bien connaître. Et quand un client dit bien connaître, c'est compliqué d'arriver avec du factuel et de le faire changer d'avis. Donc, je le fais, c'est un peu triste, je le fais douter. Et de la même façon que Manu aussi, c'est laisser se viander. Laisser partir sur un projet et puis ensuite dire vous voyez là il n'y a pas l'adoption que vous espériez parce que justement vous avez fait sans connaître les besoins, sans connaître les motivations et en partant sur des préjugés. Donc j'installe le doute et je parle par exemple du coût de la frustration de l'utilisateur. N'oubliez pas que ce que vous avez fait, que vous appelez persona, en fait, ce sont que des hypothèses, c'est que des proto-personas. Et souvent, en réunion, quand il y a un comportement ou quand il y a une motivation qui est apportée en disant l'utilisateur va faire ça, je demande sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire que l'utilisateur a vraiment besoin de cette feature. Sur quoi est-ce que vous vous basez? Et si on nous dit on se base sur des ateliers qu'on a fait juste entre nous où on a sorti nos post-it, là, ça vaut le coup de dire attention. Il y a peut-être un souci. Et quelque chose qui est très intéressant, c'est de pousser le bottom-up. Donc, trouver des alliés qui croient justement à ça et en parler de plus en plus, en parler avec plus de personnes, à la machine à café, dire que voilà, tous ces recherches utilisateurs, ça serait vraiment bien, ça serait vraiment intéressant pour que petit à petit, il y ait une espèce de rumeur montante qui commence à se faire et qui commence à atteindre les sphères un petit peu plus hautes. J'avais fait ça dans une mission, ça avait très bien marché, ça demande plus de temps, mais ça marche aussi bien, quoi. Merci beaucoup, David. Et du coup, Manu, elle a la technique de parents. J'en ai une autre qui est juste après. Le prochain. Alors, quand on s'interroge à savoir pourquoi est-ce qu'on a du mal à convaincre, il y a 2 raisons principales à ça. C'est que des fois, les études qu'ils ont pu faire au préalable n'étaient pas utiles. C'est-à-dire qu'en gros, on fait une étude pour rien. Et surtout, des fois, ils ont l'impression qu'on est là tellement content de faire des études qu'on les fait même si ça sert à rien. Et c'est vrai que quand on est prestataire et qu'on est plus payé si on fait plus d'études, on a tendance à dire, tiens, on va faire une étude là-dessus. Alors que des fois, juste en utilisant cet petit outil qui est d'ailleurs un excellent bouquin, c'est pour les nuls, enfin une édition pour les nuls, qui explique qu'en fait, déjà, il faut cerner la décision. Et est-ce que la décision, moi des fois, je jouais au bluff. On avait une petite boule de cristal, enfin la 8 ball, on l'a tournée, on disait maybe, peut-être et tout ça. Donc quand on venait avec la problématique, avec mes collègues, on la tournait et on répondait à la personne en face de nous, sans doute c'est vrai ou c'est pas du tout ça. Et du coup, la personne en face de nous réagissait en disant, tiens, cette hypothèse, je vais faire une étude, ça va me dire le contraire de ce que je pense, mais je vais pas changer mon avis. Donc, est-ce que mon étude elle est vraiment utile au final? Je sais pas. Des fois, ils venaient et puis on leur disait 75%. Et puis ils repartaient avec leurs 75%, et puis ils cogitaient un petit peu dessus, et ils revenaient me voir le lendemain, est-ce que 75% t'a aidé à prendre une décision ou pas? Et en gros, j'étais vraiment la personne qui bloquait les études, on faisait les études que c'est nécessaire et absolument nécessaire. Et du coup, souvent, et vous voyez dans le graphique ici aussi, il faut aller aussi choper l'information ailleurs. Est-ce qu'on n'a pas déjà quelque part, dans toutes les études qu'on a faites, dans toutes les fabuleuses études qu'on peut trouver sur Internet, sur les recherches académiques et tout ça, est-ce qu'on n'a pas déjà des informations qui peuvent nous aider à répondre à cette problématique? Et en gros, mon but à moi, souvent dans les entreprises, c'est d'essayer de diminuer le nombre d'études qu'on fait pour justement focaliser sur celles qui sont vraiment importantes et celles qui ne sont pas triviales. Ça, c'est ma petite technique aussi. De garder en fait une valeur ajoutée perçue de chaque étude qui est haute, comme ça, tu as une grande crédibilité pour chacune de tes études. Et elles sont percutantes, et puis moi, j'ai moins de travail. Donc, c'est gagnant-gagnant. Merci, Manu. Du coup, la question que vous nous avez posée ensuite, c'est comment partager aux autres équipes la démarche de recherche utilisateur en entreprise. Donc finalement, on a commencé à vous en parler avec cette histoire de bottom-up de David, la démarche effectivement de parler à la machine à café. On peut rajouter aussi qu'on a beaucoup de démarches qu'on va faire en termes d'évangélisation. Donc je vous propose de passer un peu plus rapidement parce qu'on a passé dessus et qu'on doit rester dans le timing. Mais en gros, l'objectif, c'est de parler avec les autres membres et d'axer tout le discours sur qu'est-ce qui est utilisable, qu'est-ce qui n'est pas utilisable, comment on le mesure et comment on arrive à présenter correctement aussi son rendu de travail, parce que c'est extrêmement important que tout ce que vous faites en livrable soit partageable ensuite à différentes équipes. Et comme on l'expliquait hier avec les personas, d'avoir des personas qui sont un petit peu à tiroir et qui permettent de dire, la user journey, par exemple, je peux l'envoyer au service marketing. Je précise juste un truc avant d'attaquer sur la suite, c'est que souvent, en fait, comme on est user researcher, on cherche la vérité, on cherche la perfection de la vérité. Or, c'est tellement complexe que quand on veut le présenter aux membres de l'équipe, on se noie dans des milliards de détails parce que des fois, on ne sait pas où en venir. Et moi, je sais que j'ai énormément de difficultés à synthétiser mon discours et mes résultats de recherche. Et du coup, on me demande de faire une page. Voilà, j'ai droit à une page PowerPoint que je présente à toute l'équipe. Et après, je fais des slides différents pour chacune des équipes.
Absolument. Et après, il y a des exercices. Moi, je m'étais amusé à traduire des présentations comme ça sous des formats mèmes. Donc, pour chaque key information, j'avais juste droit à un template de mème. Et c'est assez formateur aussi pour apprendre à retenir quels sont vraiment les learnings les plus importants de cette formation et comment est-ce que je les fais passer de manière compacte et percutante. Ouais, pour ma part, juste avant de passer à la suite, j'ai eu un bon exemple qui a fait tourner tout un département où j'étais dans une équipe qui était convaincue, donc j'avais cette chance. Et on a fait tout le projet sous la démarche design, avec beaucoup de recherche utilisateur du Kali, du Canti, du design thinking, etc. Et à la fin, lorsqu'on a présenté le projet, on a annoncé justement qu'on allait présenter le projet avec un titre très vendeur. On a vachement nudgé là-dessus. Et en fait, on n'a pas présenté le projet, on a présenté uniquement la démarche de user research et de design thinking et toute cette démarche design, sans vraiment présenter le projet en lui-même, quoi. Et à la fin, tout le monde était tellement convaincu après cette dit, mais voilà, c'est comme ça en fait que j'arrive à trouver les pain points, à régler des vrais problèmes, etc. Qu'on est passé de 15 personnes qui étaient convaincues à une centaine qui maintenant, dans l'ensemble de ce département, tout le monde fait de la user research. Donc, on présentait un projet en mettant l'accent sur les bénéfices de cette démarche. Super, merci pour vos retours. Et du coup, la dernière question, c'est comment on valide et on montre l'impact de la démarche de la recherche utilisateur? Alors moi, je collectionne les flops comme on collectionne les perles autour d'un collier. Et j'avais la chance à Decathlon d'avoir directement accès aux chiffres de vente. Donc, on voyait direct quand on changeait la couleur sur un produit et qu'on faisait moins 38%, c'était flagrant. On changeait que la couleur et puis on voyait des flops impressionnants. On voyait par rapport aux prédictions l'écart qu'on avait par rapport à ça. Et moi, à chaque fois, j'envoyais juste un petit warning, attention, ça va se viander. Et puis, je regardais le résultat derrière. Et puis, surtout, ce qu'on avait mis en place, c'était une stratégie où on essayait de prédire la note d'avis client. Et du coup, notre service mettait un go, no go. On disait carton rouge, carton bleu. Et on disait, si c'est un carton rouge, ça va être une note qui est inférieure à 3, donc faites gaffe à vous. Ouais, moi, quelque chose que je fais, c'est avant de lancer la moindre recherche, je me pose avec le business et tech et je leur dis voilà le type de recherche qu'on va lancer. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça, les résultats, ce soit les plus actionnables possibles pour vous? Et on définit tout le process avant même de lancer la moindre recherche. On définit ce process ensemble avec les résultats qui sont attendus, le type de résultats, pour qu'ils me disent par exemple, dès que tu as les résultats, il faut venir nous voir avec ci, avec ça, ou alors on fait un workshop, on définit les features, mais je définis tout le process dès le début avec business et tech. Je pars pas sur mes recherches tant que le process n'est pas validé avec eux en fait. Et au moins ça fait qu'ils sont accrochés déjà à ce process, ils l'attendent. Ouais, encore une fois, c'est un sujet sur lequel nous, c'est vachement la brand perf director qui du coup fait du gatekeeping d'études en fait et qui fait attendez, avant de faire une étude, est-ce que vraiment on en a besoin? Comment est-ce qu'on va la mettre en action? Quelles décisions ça permet de prendre, etc. Et ça rejoint aussi un sujet qu'amenait Manu hier pour les personas, qui est le fait d'avoir des KPIs en interne et des KPIs en externe. Donc, la recherche qu'on a fait, la démarche qu'on a amenée, quel impact positif elle a eu en interne, quel impact positif elle a eu en externe. Et l'idée, c'est d'avoir un impact positif sur les deux, idéalement. Eh ben, merci beaucoup pour vos précisions. Effectivement, les KPI, c'est une bonne base pour pouvoir suivre. Et en fonction des équipes, en plus, vous pouvez les embarquer, comme disait David. Moi, pour ma part, je fais du testing, ce qui me permet du coup de dire, voilà, par exemple, on est en train de valider l'hypothèse de la user journey. Et cette user journey, elle va me permettre de transmettre des informations à la team acquisition et de suivre si les hypothèses, et du coup, sont validées à travers ce qu'on a fait directement sur le modèle économique. Et du coup, David nous a trouvé des études à vous partager que vous pourrez lire ensuite. Ouais, donc là, très rapidement, c'est 3 articles que peut-être la plupart d'entre vous connaissent déjà. C'est 3 articles qui montrent le ROI du design, tout simplement, mais avec pas mal de façons différentes d'aborder le sujet, pas mal de chiffres différents. Donc, c'est un moment où vous avez besoin d'études qui montrent est-ce que ça vaut le coup de faire des recherches utilisateurs et est-ce que ça vaut le coup aussi de lancer tout un process de design thinking et autre que design thinking. Ces 3 articles sont vraiment très bons, quoi. Merci, David. Comment réaliser de la recherche utilisateur 100% à distance? Quels sont vos tips? Et surtout en ce moment où, effectivement, en 2020, on a vu notre méthodologie être complètement révolutionnée par la pandémie.
Alors, révolutionner, oui et non, parce que de mon côté, ça fait 3 ans que je suis en télétravail et que je crois que j'ai pas vu un utilisateur à part par webcam interposée. Du coup, ça se passe très bien. Il y a des très bons outils, il y a des très bons prestataires dont je ne citerai pas le nom, mais qui sont assez connus. Et je fais ça, le test à distance depuis 10 ans, parce que quand on bosse sur des projets internationaux, de toute façon, on n'a pas le choix à un moment donné. On trouve des modérateurs qui parlent chinois et qui vont animer table ronde en Chine, même si on est de l'autre côté de la table, de vitre teintée au début. En tout cas, voilà, ça se fait bien. Il y a plein d'outils, il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ça. Les utilisateurs aussi sont assez décontractés aujourd'hui, après 1 an, pour avoir cette discussion en ligne. On a même des nouveaux participants à ces tables rondes ou à ces interviews qui s'inscrivent parce que du coup, au contraire, pour eux, c'est même un plus que ce soit en face caméra. Ça évite tout le stress de la table ronde, du présentiel, de la logistique. Il y a juste une précaution qu'il faut avoir en tête quand vous faites du quali. Je vous déconseille d'être la personne qui écoute en même temps et la personne qui va animer l'entretien à l'atelier parce qu'il y a plein de petits signaux à voir. C'est sur caméra, c'est pas facile. Donc, je vous invite à faire ça en binôme si possible, si vous le pouvez. Et ça me permet du coup d'enchaîner directement là-dessus, mais c'est hyper important de bien réfléchir à vos observables. Qu'est-ce que vous allez observer lors de ce test? Quels sont le type d'informations que vous allez devoir récolter et à quoi est-ce que vous allez devoir faire attention? Parce que potentiellement, ça peut nécessiter de demander une installation en plus côté utilisateur ou en tout cas de bien réfléchir à la logistique. Donc, il y a énormément de choses qui sont possibles comme ça dans des tests à distance. Il y a quelques petits points sur lesquels ça peut être un petit peu plus tricky. Moi, j'ai des cas du coup où j'observe des utilisateurs qui sont en train de danser et qui dansent pas du coup sur leur chaise de bureau face à leur ordinateur. Donc, ça pose des questions de logistique. Et du coup, c'est là où David nous dit qu'il faut un process un peu carré. Oui, voilà, c'est comme d'habitude, faire attention au protocole. Là, moi, ça fait 1 an que je fais toutes mes recherches utilisateurs à distance, du coup, et Google Meet, ça passe très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir un outil très perfectionné. Effectivement, ensuite, pour faire un truc plus en masse, il y a des prestataires qui sont très bons là-dessus. Mais réaliser de la recherche utilisateur 100% à distance, ça n'a pas été une grande différence. Il faut être conscient des lacunes de la méthode. Effectivement, on ne voit pas la personne chez elle ou dans l'environnement qu'on veut observer. On manque beaucoup de non-verbal. Donc, il faut être conscient de ça. Mais le simple fait d'organiser, c'est pas un souci. Enfin, pour moi, ça n'a pas été un souci particulier. N'hésitez pas à nous garder des remarques pour juste après, parce qu'on sera très curieux d'avoir votre retour là-dessus, sur comment vous avez fait, quels sont les feedbacks que vous avez sur le distance. De toute façon, en user research, que ce soit en présentiel, il y a des inconvénients, à distance, il y a des inconvénients. Et notre job, c'est autant de choisir la méthodologie que d'expliquer les limites à chacune de nos études. Et si jamais vous avez le culot de présenter une étude sans limite, c'est que vous n'avez pas, nous montrez pas ces rapports à nous. Je pense que ça va tous nous faire réagir fortement. Et il y a des contraintes dans tous les cas. Et je pense que le but à nous, c'est de les minimiser, d'en avoir conscience et de proposer, d'accord, il y avait ce biais-là. Qu'est-ce qu'on fait pour compenser ce biais-là? C'est ça l'intérêt dans nos métiers. C'est ça qui nous demande du jus de cerveau. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça qui me plaît. Et comme on disait au départ, du coup, la méthodologie, elle change en fonction du périmètre. On n'a pas une recette magique, sinon on n'aurait pas de valeur ajoutée. On s'ennuierait. On s'ennuierait, on aurait... On changerait de métier. Merci à tous pour vos retours. Et puis du coup, Marion, on note ta question pour la fin parce qu'effectivement, c'est intéressant de voir le cadre de la e-santé. Moi, j'ai fait des tests utilisateurs à distance, mais voilà, sur des pathologies bien spécifiques. Alors ça, c'était la question qu'on a trouvée la plus tricky parce que du coup, entre nous, ça nous a fait beaucoup, beaucoup discuter. Donc, quelle décision avez-vous prise suite à des études Quali et Quanti? Donc, Manu nous avait proposé un petit rappel sur Quali et Quanti. On s'est posé la question et puis à la fin, on l'a remis parce que quand même, c'est bien parfois d'enfoncer des portes ouvertes. Ah, c'était pas moi, ça. Ah, c'était pas toi, pardon. Je suis pas responsable. Bon, alors, c'est moi. Donc, le qualitatif, on le voit comme le pourquoi, comment. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est interview, observation. Donc, l'objectif, c'est de toujours creuser les besoins, les motivations et les craintes et avoir une vraie photo macro de l'activité réelle dans laquelle on intervient et de son contexte. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on est, donc moi et David, on est quand même des personnes qui sont externes, on va se retrouver parfois sur des marchés, des situations qu'on ne connaît pas. Donc déjà, le qualitatif, même pour nous, ça nous permet de nous immerger. Et ensuite, le quantitatif, on peut le résumer au combien, c'est-à-dire tout ce qui va être data analytics, questionnaire. Et l'objectif, donc comme on dit, c'est de compter et de voir comment les caractéristiques qu'on a démontrées en qualitatif vont être dénombrées. Et du coup, de détecter notamment des anomalies dans certains cas. Tiens, il y avait 2 fois celui-ci.
Alors, pour répondre à la question sur le quanti et le quali, comment ça se merge, j'ai pris le cas des personas pour vous montrer un petit peu du concret sur comment ça se fait les personas. Donc, je les ai floutés par respect pour leur intimité, mais surtout par respect pour les données confidentielles qu'il peut y avoir dedans. Et je vous ai juste mis, par exemple, sur ce persona-là, on voit qu'il y a des parties qui sont très quali, comme par exemple la citation. On a vraiment pris une citation qu'on a entendue en table ronde. Pareil, sur des personal insights, on est plus sur des choses qu'on va entendre en table ronde. Par contre, sur tout ce qui va être brand references, social network sur lesquels ils vont, là, ça va être des données du quanti qu'on va vraiment extraire, comme les dépenses personnelles, combien ils dépensent, combien de jeux il achète par an, quelles sont les choses qui sont importantes quand il choisit un produit. Tout ça, ça va vraiment être basé sur du quanti. Après, sur le quali, ça va être un peu un mélange des deux. Donc, j'ai pas mis des couleurs entre le jaune et le vert, mais c'est un peu un mélange des deux où on va quantifier concrètement les problèmes. Mais pour chaque personne, on va écouter, elle, ce qu'elle a à dire et comment elle aborde, ce qui nous permet d'être plus précis. Et pareil sur comment il utilise ses devices, est-ce qu'il achète sur mobile ou est-ce qu'il achète sur sur un PC. Tout ça, c'est des données qu'on va extraire du quanti. Donc là, vous voyez comment est-ce que ces deux données-là, on va pouvoir les intégrer concrètement dans un persona. Et du coup, chaque nouvelle étude vient nous permettre de renseigner les éléments. Là, on va s'intéresser par exemple au packaging du jeu. Comment est-ce que concrètement les gens préfèrent les packaging en fonction de leur profil? Ça va être à la fois du quanti et du quali qu'on va intégrer dans nos personas. Merci Manu. Et donc, du coup, il y avait une autre question qui était intéressante sur comment l'approche qualitative doit-elle aider à comprendre les données quantitatives. Et du coup, je vous ai mis un exemple d'une étude qui a complètement foiré sur le mariage. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, dans le pays où a été réalisée cette étude, le mariage homosexuel n'était pas autorisé. Et en fait, les user researchers, quand ils ont reçu l'étude, ils se sont dit, c'est bizarre, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes à l'intérieur de ce tableau. Et en fait, tout simplement parce qu'au moment du sondage, en fonction des personnes, le mot mariage n'était pas défini du tout de la même manière. Donc, en fait, comme le périmètre du sondage n'avait pas été fixé et que les gens ne s'étaient pas mis d'accord qualitativement sur comment on amenait la question mariage, est-ce qu'on prenait les concubins, est-ce qu'on prenait les couples séparés qui vivent encore ensemble, etc., etc. Mais en fait, toute l'étude qui a quand même été faite sur des millions de personnes n'a pas pu être utilisée dans ce cas-là. Donc, le qualitatif, ça permet aussi vraiment de contextualiser et de se dire, attention, c'est quoi mon problème et comment je vais répondre avec le quanti. Et du coup, il y avait une autre question qui, pareil, était un peu tricky parce que le mot IA, c'est quelque chose qui est un mot valise. Donc, on va pas le définir aujourd'hui. Si vous avez des questions, on y répondra. Mais en gros, la question, c'est comment l'IA peut-elle accompagner la démarche utilisateur? Et donc, dans les démarches qui sont possibles, vous allez avoir donc en qualitatif des interviews, des tables rondes, des observations, et vous allez pouvoir utiliser des outils d'intelligence artificielle qui sont ou du deep learning ou du système expert, qui vont vous permettre d'analyser vos données textuelles à travers les avis, les sondages, les corrélations, les correspondances, les nuages de mots. Et vous pouvez faire la même chose avec des tests utilisateurs du produit, où là, vous allez commencer à faire ce qu'on appelle du data mining, et l'objectif, ce sera de classifier des données, donc c'est-à-dire de définir des patterns quantitatifs à l'intérieur de données qualitatives qui vont vous permettre d'avoir des débuts de profiling d'utilisateurs. Et vous pouvez aussi ensuite, comme disait Manu, quand ils font les cartons rouges, avoir des prédictions et se dire, attention, si on sort ça, on vous prédit qu'il y a des chiffres qui vont baisser, il y a des taux de vente, etc., des notes. Et ça vous permet aussi d'avoir ce qu'on appelle des motifs séquentiels. Donc ça, c'est vraiment, il faut beaucoup de données, mais de se dire, cet utilisateur, quand il arrive sur un produit de ce type-là, il va avoir telle et telle réaction, et du coup, il faut que je lui propose telle et telle motivation, telle et telle frustration, etc. Un point par rapport à ça qui est assez intéressant, c'est que il y a une question qui revient souvent sur les personas ou sur en tout cas ce genre de grandes bases de données, c'est comment est-ce qu'on voit quels sont les grands groupes qui émergent. Et avec les démarches de clustering et d'IA, on peut laisser la machine en fait trouver quels sont les groupes qui émergent. Et du coup, on n'est pas biaisé par notre propre perception, ce qu'on s'attendait à voir ou ce genre de choses-là. C'est vraiment la machine qui regarde effectivement les corrélations qui émergent et du coup les groupes et les usages qui émergent et qui permet d'avoir une approche qui est plus objective. Alors là, du coup, ça veut dire que tu es sur du non supervisé, donc il faut vraiment énormément de données, quoi. Absolument. Moi, je le conseille en tout cas en UX d'avoir au moins, comme on est quand même dans l'idée de valider des hypothèses, de se dire on fait un premier briefing à la machine avec du supervisé, on regarde si c'est cohérent ou pas. J'avoue que j'ai des grandes vagues de données qui m'arrivent. C'est pas vrai. Mais voilà, du coup, c'est vraiment, c'est plus les mêmes coûts, mais effectivement, quand on a beaucoup de données, on peut laisser la machine fonctionner toute seule, et ça, c'est génial. Parce que là, on enlève nos propres biais, et c'est l'algo qui le fait. Par contre, il ne faut pas que notre dataset soit biaisé, etc., etc. Bien sûr. Comment faire vivre les résultats de notre UR et les mettre à jour? Ça aussi, c'est une question qui est beaucoup revenue.
Alors moi, je suis très fan de la méta-analyse. Et il y a un truc qui est en user research qui me fait toujours marrer, c'est qu'on demande aux gens, bah, tiens, tu as fait un test utilisateur, tu as eu quoi comme note et quelle décision tu as pris là-dessus. Donc je vais mettre de parenthèses parce que je suppose qu'on est tous des designers qui travaillent depuis un certain moment et qui font plus des notes à partir de 5 personnes. Parce que si on change les 5 personnes et qu'on a des résultats différents, c'est qu'il y a un petit problème sur le test. Bref. Et du coup, moi, j'avais souvent dans l'équipe qui me disait, bah, tiens, j'ai eu 7 sur 10 sur ce produit-là. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Alors souvent, les équipes, elles se mettent toujours des objectifs. Par exemple, nous, on veut que les produits sortent à 7 sur 10. Et quand on cherche d'où vient le 7 sur 10, il n'y a personne qui est capable de nous dire quand est-ce qu'il est apparu, mais il existe et puis tout le monde continue à l'employer. Il y a des gens qui bazardent des chiffres au hasard. Ils ont vu 8 quelque part ou 9 ou à partir de 5, c'est bien. Il y a des gens qui ont des habitudes. On fait toujours ça, on ne sait pas pourquoi. Il y en a qui comparent avec d'autres produits. Et là, ça devient intéressant de se dire, bah, tiens, ce produit-là à 7, celui-là à 9. On peut commencer déjà à construire des choses. On demande par exemple la note à l'utilisateur et puis après on lui pose juste après la question, donc cette note, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce qu'on peut encore s'améliorer? Et il y a des techniques qui sont un peu plus fiables sur la méta-analyse, c'est-à-dire que nous, ce qu'on faisait chez Decat, on prenait tous nos tests utilisateurs de l'année, donc 500 tests utilisateurs, on prenait tous nos avis, on faisait une modélisation où en fait on regardait la note que ça donnait et quelle note on pouvait prédire, la note en test et la note d'avis, et on essayait de faire en sorte que la satisfaction générale matche avec une bonne note. Et on déterminait un seuil à partir duquel le produit était recommandé et avait des très bons nombres d'étoiles sur decathlon.fr. Et on a déterminé un seuil comme ça, donc avec la méta-analyse et un peu de méthode profil idéal. Il y a des experts en analyse qui travaillent dans des instituts de sondage qui sont là aujourd'hui, donc on les laissera parler plus là-dessus. Mais on a déterminé que ça faisait 7,2 sur 10 sur le confort et 8,2 sur 10 de facilité, qui permettait de garantir que le client, dans tous les cas, il aurait une très bonne satisfaction. Et donc, en faisant de la méta-analyse, et donc, à quoi ça sert du coup de regrouper ces données-là? Ça nous permet de déterminer les seuils d'acceptation beaucoup plus fiablement que 7 sur 10 c'est bien, 8 sur 10 c'est bien, etc., etc. Donc, je vous invite vraiment à capitaliser sur ça parce que ça va vous permettre aussi d'émerger des guidelines. Et ça, je spoil un peu sans doute le travail des collègues. Mais par exemple, quand on voyait que quand le problème d'enfilage, c'était que ça arrachait les cheveux des femmes, le t-shirt, quand on l'enlevait ou quand on le mettait, et bien finalement, on faisait des tests pour que les bandes en plastique sur les t-shirts n'arrachent pas les cheveux. Et donc, on faisait des règles de conception. Quand il y avait des problèmes au niveau de l'entrejambe, on déterminait que la hauteur d'entrejambe d'un vêtement devait faire au moins 40 cm. Et du coup, plutôt que de tester 50 000 fois le produit et 50 000 fois répéter le même problème, on développait des guidelines pour éviter ça. Donc, on déterminait des seuils par méta-analyse et chaque test qu'on faisait déterminait des guidelines. Et c'était un peu la règle qu'on avait pour justement capitaliser sur tout ça. Donc du coup, la réponse à cette question que tu nous proposes, c'est pour éviter d'avoir des chiffres au hasard, on regarde les liens entre les chiffres et des KPIs importantes en post-launch en fait. Une fois que le produit est sorti, qu'est-ce que ça permet de prédire? Et grâce à ça, on est capable de déterminer, ok, donc là, on sait quelle note a un sens en fait, quelle note est suffisamment acceptable par rapport à nos critères de qualité, et ensuite à faire toute la démarche UX d'accompagner les gens qui font le produit pour atteindre les objectifs et une meilleure qualité. Ouais. Et je vous l'ai dit, je suis un peu flemmarde. Moi, moins je fais d'études, mieux je me porte. Comme quand j'étais ingénieur packaging, moi, je faisais 2 packs, mieux je me portais d'un point de vue environnemental. Et du coup, le fait de faire ça, ça nous permettait de se dire qu'une vision à 5 ans de l'entreprise, c'est d'être plus faire de tests utilisateurs, parce qu'on aurait tellement capitalisé sur nos learnings qu'on testerait vraiment plutôt que des innovations, plutôt que de tester des produits lambda, parce qu'on aurait des bonnes guides de conception et parce qu'on aurait pu anticiper les problématiques clients derrière. Super, merci beaucoup. Donc, la question suivante, c'était sur les routines de la recherche utilisateur, comment on les met en place et du coup, comment on fait une mise à jour régulière. Ouais. Oh, David, je crois que tu as coupé ton micro. Absolument, j'avais coupé mon micro. Donc ouais, moi là-dessus, je pars du principe que même si on vient de faire si on vient de finir nos personas, si on vient de finir les études quali, quanti, dès qu'on va se retrouver face à des utilisateurs à nouveau, je prends en compte le fait que mon persona à nouveau n'est qu'une hypothèse, même s'il a été validé. Si un mois après, je suis en test utilisateur avec des utilisateurs qui font partie d'un groupe de personas, enfin représentatif d'un persona, j'observe tout ce qui peut être symptomatique d'un écart entre ce persona et ce que la personne est en train de faire, de me dire, pour voir s'il y a des choses qui finalement sont fausses. Et je traque tout ça et je fais en sorte que les équipes aussi traquent tout ça. Et on se fait des backlogs de sujets de recherche avec quelles sont les questions qu'on a encore en suspens, quelles sont les choses qui nous ont étonnés, qu'on a vu en test utilisateur qui ne sont pas cohérentes avec le persona, que pourtant quelqu'un nous a dit. Et on essaie de faire des études de validation tous les 1 an et demi où on remet complètement en cause le persona en question pour relancer une étude et voir si finalement on était carré ou pas, quoi. Merci. Et
Moi, du coup, je bosse en compagnie d'une équipe dédiée vraiment à la recherche et à tout type de recherche et d'expertise. Et eux, ils vont avoir donc des problématiques de présentation, livraison des contenus, archivage, versionning et voilà, bien indiquer les biais, les limites, etc. Et moi, ce que je vais faire en fait au quotidien, c'est l'accompagnement des équipes pour l'actionnabilité en fait de ces recherches-là et qu'est-ce qu'on utilise comme étude, à quel moment, pourquoi, pour répondre à quelle question, dans quel cadre, dans quelle démarche, etc. Et du coup, moi, je vais faire le trajet inverse, en fait, qui est de régulièrement remonter aux équipes de recherche. Bon, voilà, en ce moment, il se passe ça en conception. On a ce genre de vision d'expérience, ce genre de recherche de stratégie, ce genre de sujet vraiment en conception avec ce type de besoin d'information. Et nos outils aujourd'hui ne nous permettent plus en fait de répondre à ça, ne sont plus suffisamment à jour ou on a un biais ici ou machin, etc. Et on accumule en fait comme ça les informations sur qu'est-ce qui nous manque ou va nous manquer en termes d'informations pour être capable de mener les différents chantiers de stratégie de conception de manière optimale. Et ça permet du coup à cette équipe de recherche et notamment du coup à la personne qui coordonne les efforts de recherche et la stratégie de jauger en fait à partir de quel moment est-ce qu'on relance des nouvelles études et on apporte des compléments où on va rechercher à couvrir de nouvelles zones d'ombre. Merci beaucoup Léo. Manu, tu avais un autre protocole, toi? Ouais, alors moi, vraiment, ce que j'aime faire, alors c'est mon côté ingénieur, hein, vous le savez, j'étais ingénieur en matériaux avant de passer sur l'UX, c'est j'adore faire des protocoles et on avait des protocoles genre qui étaient c'est presque des normes en fait qu'on rédigeait en interne et du coup en fait j'estimais que ma spécialité c'est de rédiger des normes et des protocoles et ensuite on laissait les équipes en autonomie là-dessus et donc je faisais pas le travail. Vous allez vraiment croire que je suis flemmarde, mais pas du tout. Mais vous allez vraiment, j'essayais de déléguer vraiment cette partie opérationnelle parce que ça permettait aussi d'avoir des moments entre les équipes et les utilisateurs de symbiose en fait et d'événements puisqu'on créait en fait des journées spéciales dédiées à des tests utilisateurs où tout le monde était mobilisé, tout le monde faisait du sport avec les utilisateurs et du coup ma spécialité c'était vraiment d'écrire ces normes et ces protocoles qui permettaient d'avoir une bonne métrologie de tests ou d'études, de capitaliser, etc. Donc mon effort était plutôt mis en avant pour éviter ça. Et après dans mes routines j'ai quasiment tout qui est templaté. J'ai un gros fichier Excel avec je sais pas combien de milliers d'entrées où j'ai copié dedans toutes les questionnaires que j'ai réalisés depuis que j'ai commencé ma carrière par mots-clés. Et du coup, quand j'ai une problématique qui vient, j'ai déjà quasiment le questionnaire qui est fait. Et ce qui me permet en fait d'avoir des petites routines qui facilitent la vie et qui m'assurent d'avoir vraiment du temps pour m'adapter en fait à tout le reste, notamment par rapport au marché et aux tendances. Merci beaucoup Manu. Et du coup, la question d'après, c'est comment on fait pour capitaliser sur ces études et du coup, comment on les réutilise dans les futurs projets sans être trop chronophage avec les équipes. J'ai fait la transition, c'est bon pour moi. C'est ça, c'est parfait. Du coup, David, si tu veux bien nous remettre ton micro. Eh bien, donc oui, pour capitaliser sur tout ça, ça se fait pas tout seul. On a essayé à plusieurs reprises, on a essayé de se dire, on va infuser ce process un petit peu entre tout le monde. Chacun va avoir des responsabilités, chacun au fur et à mesure doit venir alimenter un dossier. Chacun doit prendre la responsabilité de venir présenter des résultats, même à des personnes autres que son équipe. Ça marchait pendant 1 mois, 2 mois, mais finalement, ce qui a marché, c'est, et sans surprise, hein, c'est le jour où on a mis un honneur, on lui a dit, voilà, toi, ta responsabilité, c'est que les gens fassent ça. Que les études soient taguées, que ce soit centralisé. Donc pour ça, on a alloué une partie du temps à une personne. Et puis ensuite, une fois qu'on a eu, une fois dans une autre boîte, une équipe entière dédiée à la user research, venir taguer, centraliser les études, communiquer sur les résultats. Et pas uniquement comment dire, par des livrables classiques, mais par des livrables interactifs. Donc des workshops où même si des PO n'étaient pas directement concernés par l'étude, ils venaient et pendant la présentation, conçue sous forme d'un workshop, ils venaient se demander comment est-ce que ça, je peux l'actionner moi aussi pour le sujet sur lequel on est en train de travailler. Qu'est-ce qui peut m'intéresser là-dedans? Quelle feature est-ce qu'on peut avoir? Comment est-ce que ça modifierait ma roadmap si j'avais la flexibilité de la modifier? Donc au moins tout le monde s'imprégnait ça, mais pour ça, il n'y a pas de secret, il faut un honneur. Que ce soit une personne, une équipe, il faut qu'il y ait des personnes qui soient là, qui aient du temps pour faire vivre tout ça, quoi, et capitaliser sur ces études de façon transverse, une sorte de chapter, en fait, une sorte de chapter de research. Et Manu, tu voulais compléter? Moi, j'ai quasiment tout dit. Parfait. Léo?
Moi, j'ai quasiment tout dit aussi. Il y a vraiment un petit point en plus qui était comment est-ce qu'on intègre en fait la routine justement de recherche et d'utilisation des données aux livrables et aux process habituels en fait des gens. Donc moi, j'ai passé du temps avec l'équivalent des PO dans le jeu vidéo et avec les différents designers pour voir comment est-ce qu'on pouvait mieux intégrer justement la démarche de recherche, la démarche utilisateur, centré utilisateur en fait, dans les manières classiques de concevoir les différents éléments d'un jeu et de faire vivre les différentes phases de la production d'un jeu. Donc à chaque fois, comment est-ce qu'on peut mutualiser ces étapes-là? Donc c'est pas une étape en plus que je leur demande de faire pour prendre en compte les utilisateurs, c'est un truc qu'ils faisaient déjà, on le twist un petit peu, on le change un petit peu pour que maintenant ils soient plus centrés utilisateurs. Merci beaucoup. Quels sont vos outils et process? Moi, j'avais un petit surnom, c'était MacGyver, parce que j'avais pas d'outils et de process et jamais les développer les uns après les autres. Sinon, souvent, je confiais ça à mes collaborateurs, ce qui était standard. Et moi, j'étais vraiment sur les trucs un peu fous. La biométrie, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure aussi. Tout ce qu'il fallait vraiment développer, innover, faire des protocoles. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Donc, on m'appelait le MacGyver du testu. Super, merci. David, toi, ça a l'air plus cadré. Il y a des... Bon, sans parler de... Voilà, bon, il y a des choses assez classiques, hein, les cadrages, enfin tout ce qui est protocole de test, les ateliers comme je vous en ai parlé. Il y a un truc qui pour capitaliser à l'ensemble des équipes, avait bien marché. C'est on avait fait des ateliers de vision entre designers sur quelle est la vision du produit, donc designer et business aussi. Quelle est la vision du produit dans 3 ans, dans 5 ans. On avait développé des storyboards, on avait fait des petites vidéos aussi qui mettaient en scène des gens dans cette projection à 3-5 ans. Et on avait communiqué là-dessus en disant ça, c'est la vision. C'est vers ça qu'on tend. Et naturellement, le fait d'avoir vu ça, d'avoir vu cette vision, d'avoir une sorte de drapeau planté dans le sable au loin, et ben, tout le monde petit à petit s'est mis à marcher sur cette vision, dans cette direction, basée uniquement sur des utilisateurs qu'on avait rencontrés, avec leurs pain points, leurs motivations, leurs aspirations. Si vous avez une vidéo à aller regarder que je vous conseille, qui n'est pas très connue et je ne sais pas pourquoi, si vous mettez Apple iPad 1987 Oui. Dans Google et que vous gardez ça pour plus tard, vous allez tomber sur une vidéo qui a été diffusée chez Apple en 1987 sur c'est quoi la vision de Apple dans 20 ans. Et vous regardez bien toute cette vidéo et en fait ils ont communiqué, ils ont mis en scène qu'est-ce que ça serait que Siri, que iPad, que iPhone, etc. Et il faut se remettre en tête que ça a été fait en 1987. Et quand vous allez voir, vous allez vous dire, OK, bah, la vision basée de recherche qu'ils avaient fait à ce moment-là, ça marche très bien pour inspirer l'ensemble de l'entreprise, en fait. Merci beaucoup. C'est Léo? super intéressant. Et ça, moi, j'avais pas mal de trucs bateau, mais ça me fait penser à un truc un peu moins bateau que j'essaie vraiment de mettre en place au quotidien et de faire monter en qualité dans les process. C'est justement une vision user journey. Avoir la vision d'expérience qui est plus proposée justement par les gens qui bossent sur la stratégie d'expérience, la vision d'expérience, voilà, tout ce qui est la partie vraiment expérience joueur. La vision système en fait, ou la vision design en fait, qui est un peu le storytelling de comment ce qu'on est en train de faire en design permet effectivement d'atteindre cette vision utilisateur. Et la troisième qui est la journey factuelle en fait. Donc là, c'est ce que ramène la recherche et disent en fait, en pratique, le vécu c'est ça. Et comme ça, on peut comparer en fait. C'est quoi la vision? Qu'est-ce qu'on a prévu actuellement pour atteindre cette vision et qu'est-ce qui se passe effectivement en ce moment. Et on essaie justement d'avoir des boucles de feedback comme ça pour pouvoir comparer les trois et se dire où est-ce qu'on en est et à quel point est-ce qu'on se rapproche en fait et on arrive à converger vers la vision d'expérience. Merci beaucoup, Léo. Et du coup, ça me fait sourire, MacGyver, je ne l'avais pas vu sur ta presse parce que nous, on nous appelle l'agence Tourisque parce qu'on est 4. Et du coup, nous, c'est pareil. En général, on arrive, on est obligé d'innover parce que les gens vont toujours vous répondre, on n'a pas de données, ils en ont plein. Et du coup, il faut transformer toute cette donnée en quelque chose d'actionnable et en roadmap. Et du coup, voilà, on va essayer de créer des nouvelles manières de visualiser la donnée. Donc, du coup, chaque client va vraiment être différent, avoir des ressources différentes et en fonction, on va faire du système D en mode agence touriste et c'est même sur une de mes slides. Comme ça, en plus, mes clients, ils sont dans cette moyenne d'âge, ils connaissent et ils savent que voilà, ça va être un peu rock'n'roll, quoi. Merci beaucoup pour vos retours. Je regardais s'il y a des choses. Et du coup, dernière question qui a été très attendue parce qu'on nous en a parlé hier et il me semble que la personne est aussi là aujourd'hui. Donc, c'est comment utiliser la biométrie et quels sont les objectifs quand on utilise de la biométrie?
Allez, gigot. Ouais, carrément. Allez. Alors, il ne faut pas faire de la biométrie sur n'importe quoi, hein. J'utilise souvent l'expression tirer sur une mouche avec un bazooka quand je vois des gens qui utilisent la biométrie à tout à travers, en EEG, pas calibré, tout ça. Moi, j'ai eu la chance de faire plein de trucs parce qu'on voulait valider le langage design de la marque Domios de Decathlon. Et du coup, on a dû sortir l'artillerie lourde là pour le coup, parce qu'il s'agit d'interpréter, d'analyser vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion spontanée face à un produit. Et c'était vraiment passionnant. Donc, on a vraiment tout utilisé. Je pense que l'analyse de la voix aussi, c'est des techniques qui sont en train de se développer beaucoup par rapport aux émotions. Enfin, tout ce qui est mouvement du visage, EEG, caméra thermique et conduite électrodermale. En plus, il y a des outils aujourd'hui qui coûtent 1000 € à peu près pour s'équiper nous-mêmes en tant que salarié, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est génial. Par contre, faites gaffe, vous ne pouvez pas vous improviser des rois de la biométrie si vous ne savez pas ce que c'est que la calibration, la méthodologie et la répéta repro. Moi, je vois des touristes du tracking parce que c'est à la mode, ils vendent des prestats à 15 000 € et puis leurs outils sont pas calibrés, ça me fait halluciner. Donc, faites vachement gaffe parce que je vous recommande plutôt de le faire avec des universitaires. D'abord, pour commencer, il y a des laboratoires qui sont suréquipés. Commencez avec un projet avec un universitaire, écrivez votre protocole ensemble et puis après ensuite dupliquer. Ce sera beaucoup plus simple. Bah, du coup, complètement ce que j'allais dire, nous, on a commencé avec Lyon Isaïe, qui est une association qui regroupe des universitaires qui travaillent sur l'IA et notamment avec le LYRIS. Et effectivement, il y a toute une phase de calibration des casques, vérifier si le casque il fonctionne correctement, si la donnée elle marche, si quand vous changez d'utilisateur, il est vraiment différent parce que vous pouvez avoir des bugs parce que vous avez vous-même mal calibré le casque. Et en plus, quand vous achetez des casques donc à 1000 €, il faut savoir qu'ils recordent toutes les 10 ou 20 secondes. Donc, il faut aller hacker le système. Donc, il vous faut une équipe vraiment pluridisciplinaire avec des développeurs qui vont s'assurer que toute la donnée est vraiment bien remontée, qu'elle correspond vraiment à certains indicateurs et que du coup, ça répond, comme on vous dit depuis le début, hein, mais on est vraiment focus répondre à une question, valider une hypothèse et c'est quoi l'objectif. Et du coup, en fonction des topics, ça n'a aucun intérêt. Nous, aujourd'hui, on les utilise parce qu'effectivement, on a des travaux de recherche en e-santé et du coup, sur des personnes notamment qui ont des difficultés de langage, et ça permet de leur redonner une autre forme de langage et du coup, nous, de comprendre certaines réactions qu'on pourrait peut-être pas interpréter. Je vous invite à regarder, pour ceux qui ont Netflix, désolé, c'est pas en libre accès, il y a un super documentaire qui est sorti sur la conception notamment des Nike et justement, il utilise un outil biométrique avec un acteur et ça montre, et d'ailleurs, le chef de produit, vous analyserez sa réaction parce que du coup, ça veut dire que quelqu'un peut faker une émotion et il est hyper embêté par ça. Et donc, si vous voulez regarder ce petit passage, je pense qu'il est peut-être même disponible sur YouTube et vraiment intéressant voilà, quand on utilise ces outils-là, comme dit Manu, c'est une grosse phase de préparation et du coup de cadrage avec des équipes et derrière l'analyse, elle est vraiment très forte. Même si on va vous dire, ah oui, mais c'est pas grave, on fait du deep learning. Non, faut vraiment avoir un dataset propre et que ce soit vraiment très propre, quoi. Ouais, ça rejoint totalement mon expérience où on a un expert du coup en biométrie qu'on consulte à chaque fois qu'on a ce genre d'idées-là et la plupart de nos idées sont tuées en vol en fait parce qu'on se rend compte que le matériel ou le test en tout cas, soit c'est trop par rapport à ce qu'on a réellement besoin ou alors le matériel n'est pas réellement adapté ou etc. quoi. Tu veux rajouter quelque chose, David? Que je suis tout à fait d'accord avec tout ça. C'est beau. On n'est pas toujours d'accord sur les sujets, c'est ça qui est chouette, mais là, pour le coup. Et du coup, voilà, un exemple. Alors, c'est des exemples de textes qui nous permettent d'utiliser des données qu'on génère nous-mêmes et de vérifier que que justement notre moteur d'interprétation, le développeur qui d'ailleurs là est l'objet du test, l'a développé correctement. Donc voilà, c'est vraiment des enjeux extrêmement forts dans l'e-santé. C'est quelque chose sur lequel on se positionne et du coup, par exemple là, nous on avait choisi engagement, excitation, stress, intérêt et focus. Mais sur un autre projet, on n'utiliserait pas ces recordings-là, on irait chercher d'autres informations. Et du coup, les casques, ils sont modulaires. Donc là, celui-ci, c'est un 14 et on est en train de passer sur un 32 parce qu'effectivement, d'avoir finalement que 14 recordings de données sur des émotions, on se rend vite compte des limites. On parlait beaucoup des limites tout à l'heure de ce genre de système. Donc, effectivement, il y a vraiment des enjeux très forts et c'est des technos qui sont encore très innovantes. Et du coup, il faut vraiment des équipes pointues. Donc, c'est à vous. Alors, on a Jean qui a posé plein de questions. Ouais, j'ai noté les questions au fur et à mesure. Donc, si ça vous va, je les ramène au fur et à mesure. Et je propose de mois de décembre de scène. Comme ça, je laisse ma place. Et du coup, de Léo, vu que tu es notre modérateur full, de prendre la place du modérateur full. Alors, la première question, pour le coup, je n'ai pas forcément besoin de descendre. C'était Marion qui nous évoquait du coup le sujet du e-santé en fait. Donc, dans le domaine de la santé, c'est tendu les tests à distance.
Et du coup, il y a des notions de peut-être comment est-ce qu'on peut observer ces sujets-là, comment est-ce qu'on peut faire du test de e-santé à distance. À voir, Marion, si tu veux préciser ta question là-dessus et le genre de commentaires ou de réponses que tu aimerais avoir là-dessus. Mais il y a un enjeu sur comment est-ce qu'on répond aux problématiques du e-santé à distance. Alors, on a un peu spoilé la conversation dans le chat puisque j'expliquais que selon les problématiques, par exemple sur les problématiques de surpoids, le fait d'être à distance, ça va être un facilitateur puisqu'il n'y a pas le jugement. Enfin, c'est beaucoup plus simple pour certaines problématiques. Par contre, pour d'autres, c'est aussi beaucoup plus galère qu'avant de pouvoir intervenir là-dessus parce qu'il n'y a pas toute cette sphère qui est rassurante dans l'entretien. Mais en même temps, il y a aussi une distanciation par rapport à l'interlocuteur qui peut être bien vue. Donc, ça dépend des problématiques et je pense que encore une fois, notre job, c'est de trouver la meilleure recette et la moins biaisée pour répondre à nos problématiques et je pense que tu dois avoir des super expériences, Marion, à partager. Cool. On avait ensuite Norotiana qui avait du coup un sujet sur justement les tests à distance et les focus group à distance sur lequel elle avait à la fois du vécu intéressant à partager et potentiellement une question à nous poser. Est-ce que du coup tu veux monter sur scène, Norotiana? Elle avait dit oui. Et donc je t'envoie l'invitation. Hop, invité sur scène. Elle arrive. Bonsoir. Salut, est-ce que tu veux bien rapidement te présenter? Oui, donc moi je m'appelle Norotiana. En fait, en ce moment, donc, je travaille dans un institut d'études, donc en tant que chargée d'études Quanti et Cali. Donc voilà, donc effectivement, ma question et mon ressenti sur les focus group, on a été obligé du coup de faire certains focus group à distance, en visio, et effectivement, c'est un peu sport. À animer. Ce que je disais dans le chat tout à l'heure, c'est qu'on perd un peu le côté dynamique. Les participants ne peuvent pas forcément rebondir les uns sur les autres. Et moi, ce que j'avais comme ressenti aussi, c'était que ça a amené un peu plus le côté limitation. Il va y avoir, parce que vu que tout le monde, personne ne va vouloir se couper la parole, il y a une première personne qui va parler et les autres derrière vont enchaîner en disant oui, moi aussi, et du coup, on essaye de relancer, mais c'est ainsi plus facilement à stopper là. Donc voilà. C'est vachement plus difficile. C'est plus difficile et c'était un focus group avec 4 personnes. Plus, je pense que c'est délicat quand même. Alors, tu as pu l'enregistrer ou pas du tout, du coup, ton focus group? Oui. Ouais. Du coup, moi, je me sers beaucoup de la vidéo. C'est ça. Pour me dire, OK, là, il y a vraiment eu un point de friction. Je sais que mon étude va être biaisée et il faut que je trouve un autre moyen de reposer cette question-là parce que je sens dans tout le langage corporel de la personne qu'en fait, elle n'est pas du tout d'accord, même si elle me dit oui, comme ça, souvent. Donc, voilà, moi, je sais que la vidéo m'aide un tout petit peu à avoir les limites. Je partageais un tips dans le chat. Moi, souvent, en fait, déjà, je limite énormément le nombre de personnes que je fais venir pendant la table ronde. Et je fais beaucoup d'exercices individuels. Comme dans les workshops, on peut avoir des moments de réflexion sur soi. Je profite de ces moments individuels pour débriefer avec l'équipe projet. Là, il y a eu un souci parce que du coup, comme la temporalité n'est pas la même à distance qu'en réel, ça nous laisse aussi plus de temps pour amortir un petit peu des choses et relancer. Et donc, genre sur 2 heures de table ronde, c'est déjà beaucoup, 2 heures de table ronde. Je fais des pauses, bien sûr, mais je vais avoir 15 minutes sur chacune des heures qui est dédiée à du travail individuel. Donc, en général, j'ai 3 à 4 sessions de travail individuel où ils remplissent des fiches, où ils remplissent des sondages, mais en solo, où ils réfléchissent, où ils dessinent, où je leur fais faire n'importe quoi pour les occuper, des fois plus que parce que ça va me servir. Et du coup, ça me permet vraiment d'avoir ce temps-là, mais c'est vraiment beaucoup plus d'énergie. Moi, je pense qu'en temps de préparation, je dois être sur du 25 heures pour une table ronde à distance, alors que je mettais 2 fois moins de temps sur une table ronde qui était drainée. Même analyser, c'est plus compliqué. Analyser, c'est compliqué. Alors, et pour les interviews, j'avais posé la question à pour les interviews, du coup, comment tu observes comment ça se passe là est-ce que les clients sont bien plus habitués ou? Alors pour les interviews, je crois que j'en ai fait 1 ou 2, mais je trouve que c'est plus facile en tout cas pour moi. Je vois moins de grosses différences entre le présentiel et à distance, donc c'est plus simple. Donc pour l'instant, voilà, j'ai pas beaucoup d'expérience vraiment sur les entretiens. Je vais en faire cette semaine, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Super. On a Vicky qui rebondit là-dessus pour nous dire qu'elle utilise Miro pour que tout le monde puisse voir ce que les autres sont en train de faire et ce que l'animateur fait. Et du coup, ça permet plus facilement de ne pas perdre le fil et que les gens se relancent plus facilement.
Moi, je me posais la question si ça valait pas le coup, et j'ai pas eu de vécu, j'ai pas animé de focus group à distance, donc j'ai pas de vécu direct à partager là-dessus, mais je me demande en fait, dans un certain nombre de cercles de débat démocratique, justement pour permettre à la personne de finir ce qu'elle est en train de dire, tout en permettant aux autres de réagir, et ils mettent en place en fait des signes genre je suis d'accord ou non, je suis pas d'accord, et ce genre Oui, de nous on choses. faisait ça, ouais, nous on faisait ça aux US, je sais pas pourquoi, mais ils avaient mis en place ce truc-là. Ben, je me demande si ça permet pas justement de, on fait mettre sa caméra à tout le monde et on leur fait adopter ce genre de petit langage-là On le pour faisait, qu'ils ouais, et puissent c'est du facilement coup, le jet. ouais, voilà, c'est ça, essayer de faire en sorte qu'ils puissent avoir des formes de réaction spontanée sans couper la parole et du coup de ramener cette spontanéité-là. Et on faisait ça quand ils avaient pas Pas fini. mal. En Ouais. fait, ça évitait d'avoir des tours de parole aussi, on avait des codes visuels, et moi j'utilisais plutôt Mural que Miro. Parce que il est peut-être un chouïa plus user-friendly, et plus esthétique, plus sympa. En fait, les utilisateurs s'y prêtent davantage que Miro, qui a un côté plus conception et ingénierie, même s'il est peut-être plus pratique pour nous, mais moi je vais plutôt sur Mural. Ouais, Ouais, moi, Miro, c'est moi, je ne vais pas le dire comme ça, mais oui, effectivement, Vicky, je suis d'accord avec toi. vous avez aussi tout le système des petits pins que vous pouvez mettre quand quelqu'un n'est pas d'accord et qui n'ose pas prendre la parole, utiliser les emojis sur. Enfin, moi, j'utilise Miro, Mural, ça dépend des clients. Mais les emojis, ça marche super bien, quoi. Ouais, j'ai vu aussi sur certaines plateformes, on peut, entre guillemets, lancer des sondages anonymes pour avoir les avis de chacun. Bon, ça, bon, c'est plus vraiment pour faire participer les gens et que ça soit plus interactif. Donc ça peut peut-être aussi être une solution parfois. Mais on est bien d'accord que c'est plus galère, et je crois qu'on est tous d'accord, même dans le chat, je vois que par rapport à avant, quoi. On y a perdu un Donc il y peu. a encore de l'innovation à trouver là-dessus pour arriver à ramener cette spontanéité-là et cette capacité à débattre à distance, quoi. Il y a Jean qui nous dit qu'il a testé Klaxoon. Du coup, c'est un retour qui m'intéresse parce que tout le monde parle dans la formation de Klaxoon. Donc, je vais le venir. monter, puis comme ça, il nous fera sa question RGPD qui, je crois, est. Est-ce que je descends aussi. Ok. Non, normalement, on peut. Je peux bien descendre. Okay. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ta question et pour tes apports. Beaucoup, merci à vous. Ah, il a refusé mon nom. Non. Comme pour nous. C'est bon. Salut. Salut. Hello. Les gens. Bonjour à tous. Oui, là, moi, alors Klaxoon, je m'y suis mis j'avais fait quelques trucs avant le confinement. Et depuis le confinement, j'ai fait plus de 50 ateliers. Donc, 1 à 2 par semaine sur Klaxoon. Et ouais, je m'y suis mis. Et maintenant que, surtout là, il y a eu une mise à jour il y a une semaine et demie. On est un peu plus user-friendly, c'est bien. En même temps, tu n'as pas 50 options dedans. Donc sur des boards, c'est équivalent à du Miro ou du Mural. Mural étant un peu plus ergonomique. Mais Miro, tu peux le relier à Sketch. Ouais, c'est pratique. Oui, c'est la nouvelle mise à jour de Miro. Et puis, par contre, dans Klaxoon, tu as un gros avantage que les autres n'ont pas, à ma connaissance. C'est de faire des parcours où tu vas enchaîner différents types d'exercices. À un moment donné, un sondage, à un moment donné, un autre truc. Et puis, tu as une petite progression visuelle dans un parcours. Ou à la fin d'une formation, tu mets une vidéo, ensuite tu passes sur du board collaboratif, et à la fin tu mets un quiz, et puis après tu repars sur autre chose. Pas mal aussi pour des formations, des choses comme ça. Ok. Je crois que je vais regarder ça. Donc en fait, ça te permet de préparer un peu le déroulé de ton focus group avec plusieurs types d'outils différents, et à chaque fois cet outil est partagé avec tout le monde. Tout le monde peut l'avoir sous les yeux et peut facilement collaborer dessus. Et c'est ça du coup l'intérêt principal de Klaxoon ici. L'interaction, le déroulé, la compatibilité avec différents outils. Ouais, c'est aussi compatible avec les ministères et choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi Miro et Mural sont plutôt passent pas forcément sur les ministères dans lesquels j'interviens, alors que Klaxoon passe. Voilà, peut-être parce que c'est français, je ne sais pas. Contrairement aux autres. Ça a été énormément poussé par les profs pendant le confinement. Donc, du coup, on a beaucoup parlé pour de la formation et je n'avais pas eu le temps de le tester. Donc, effectivement, ça peut être vraiment hyper intéressant, quoi. Cool, super intéressant. Et les templates ont l'air sympas. Ouais, les templates sont pas... Et tu avais une question sur les RGPD, si je me trompe pas. RGPD, moi, j'ai ma petite marotte du moment. Je voulais, dans une optique de passer la main à des PO qui soient autonomes sur leurs produits, je voulais leur
outiller un peu les prises de décision, qu'on n'ait pas une étude UX à faire à chaque fois qu'il y a une feature un peu structurante qui arrive. Et je me posais la question de quel outil utiliser. Alors pendant un temps, je pensais beaucoup à Hotjar, mais Hotjar, c'est hébergé à Malte, qui est connu pour les fuites de données à l'étranger. En plus, ils vont enlever tout un tas de... Là, ils ont annoncé qu'ils allaient enlever tout un tas de features intéressantes, les funnels et tout ça. Donc du coup, voilà, je me posais un peu la question de Content Square, non, Digital Express. Content Square, c'est un outil d'analyse qui fait des maps. Bon, je ne sais pas trop quoi utiliser, ou quoi pousser auprès de mes clients. Je me posais un peu la question de qu'est-ce que vous utilisez, vous, pour aller récolter de la donnée. Et quelque chose de pas forcément trop dur à prendre en main, parce que si je veux que ça se diffuse... Parce que du coup, tu cherches de la donnée quantitative, c'est ça? Juste pour comprendre le besoin. Parce Ouais, que ouais. Mais quand tu dis, je mets sur des usages, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, la personne met longtemps à remplir un formulaire, elle est coincée à tel endroit, ou l'analytique. je reste très très longtemps dans des visites, ou je sais pas, où je reconnais un pattern de visite. Oui, bien sûr, je vois. Du coup, effectivement, je vois les outils et je réfléchis. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que la plupart, enfin, ce qui les rendra RGPD ou pas, c'est comment toi tu préviens tes utilisateurs. Parce qu'en termes de... Pas forcément, parce qu'en fait, si tu traites si ta donnée, par exemple, une fois que tu es connecté à un service, même si tu mets un opt-in, si ta donnée, elle est, je sais pas moi, sur tes impôts et qu'elle va transiter sur des serveurs aux États-Unis, c'est pas cool. Donc voilà. Donc, je cherche du on-premise sur les serveurs de la personne ou en Europe, quoi. Du coup, voilà, donc je commençais par déjà, il faut la prévenir parce que beaucoup de gens ne savent pas, donc avoir une vraie donnée opt-in. Et ensuite, ça va être tes serveurs. Par contre, aujourd'hui, en termes de SDK qui sont 100% RGPD friendly et qui ne vont pas passer par les États-Unis, là, tout de suite, j'en ai pas en tête. Pour te donner une idée, après, nous, ce qu'on utilise, c'est des solutions qui sont valides pour les données de santé, donc qui sont approuvées par le ministère, mais qui ont leur serveur en Europe, mais ça n'empêche pas les sociétés d'avoir des sièges aux États-Unis. Mais par contre, ta donnée, elle est hébergée en Europe. Alors, je me permets juste un petit laïus. Excusez-moi, mais du coup, on est nombreux à avoir les données de nos tests utilisateurs sur Google Forms et tout ça. Faites attention côté RGPD. Quand vous faites des questionnaires Google Forms, blindez-vous parce que c'est pas... Enfin, là, pour le coup, vous pouvez faire défoncer la tête. Et je vous envoie Lydie avec son armure. Vous allez avoir des gros problèmes si vous continuez à faire ça. C'est un gros warning et on n'est pas toujours au courant de nos contraintes juridiques. On a parlé d'enregistrement, on parle de RGPD maintenant. Le test utilisateur et la recherche utilisateur, c'est vraiment sous un cadre juridique qui est quand même assez clair, notamment sur la rémunération après les tests, on n'en parle jamais. Mais moi, j'ai souvent des grosses surprises. Ça peut être du travail au noir si vous faites demander à quelqu'un de faire une tâche pour... gentiment, ou si vous la rémunérez en cadeau, enfin, faites vachement attention à des confidentialités, à du travail au noir, à toute cette réglementation parce qu'elle est hyper importante dans notre job. Hein. Et d'ailleurs, dans l'exemple du livre 1, on vous a mis un exemple de cession de droit. Moi, c'est quelque chose qui m'étonnait parce que les gens ne demandaient jamais la cession de droit des tests utilisateurs quand on les filme. Et après, je ne dis pas que ça peut arriver, mais on n'est jamais à l'abri d'un concurrent ou de quelque chose et ça peut très vite avoir des coûts sur l'entreprise qui sont vraiment conséquents. Donc, bien penser à faire ça. Donc, voilà, pour répondre à ta question, Jean, il n'y a pas que... tu vas pouvoir contrôler. Nous, typiquement, on contrôle tous nos serveurs parce qu'on a un DevOps. Par contre, aujourd'hui, on a choisi IBM à la place de Google, par exemple, parce que on contrôle vraiment nos données. Et du coup, j'ai vu que Content Square avait une antenne à Paris, je ne sais pas. Voilà, et Content Square, il a une antenne à Paris. Et en analytics, moi, je le trouve très bon pour les utilisateurs. Il est très orienté parcours. Après, à l'époque où je l'avais utilisé, en termes de nombre de pages, moi, j'étais sur du e-commerce, c'était un peu complexe. Donc, ça va vraiment dépendre de la complexité de ton parcours. Et oui, alors ça, on n'en parle pas, sinon je te dirais Optimax. Il dit. Mais voilà, la sonnette, et je pense que, je crois que c'était, est-ce que vous avez, merci beaucoup Jean. Est-ce qu'on a d'autres questions? En tout cas, on avait une autre question de Jean en l'occurrence. Qui était, en tout cas, une note qui était le problème des casques EEG n'est pas seulement sur la calibration, mais sur le moteur d'interprétation des résultats. Et donc apparemment, Jean, qui vient de disparaître, a fait un travail avec le CHU de Nantes et les chercheurs confirmaient que c'était un enjeu fort dans l'e-santé, justement. On te fait revenir? Alors, j'en profite pour répondre à la question de Tom. Est-ce qu'on peut pas monter vite fait. Comment est-ce qu'on fait quand le budget ou le timing est limité?
Moi, je fais pas. Je m'assois sur mon bureau et je veux le budget. En fait, si vous partez sur le principe que c'est mieux que rien, le jour où vous allez vraiment demander du budget, on va vous dire, mais tu as toujours fait comme ça, tu as toujours fait avec rien, tu t'es toujours démerdé pour construire ton truc. Pourquoi maintenant tu me demanderais 10 000 euros, je vois pas l'intérêt. Et du coup, cette espèce de discours qu'il y a sur le guérilla et le c'est mieux que rien, j'ai vraiment du mal avec ça si vous voulez faire un peu de stratégie. J'ai du mal, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, parce que c'est vraiment dans un contexte particulier, ponctuellement, exceptionnellement, mais il faut bien mettre les conditions et la petite étoile en disant attention, j'accepte exceptionnellement de le faire pour te dépanner, mais sache que je veux 10K l'an prochain pour faire la même étude dans des conditions réelles. Parce qu'en fait, vous allez faire des études, vous savez même pas si elles sont répétables. Souvent, la question de la répétabilité des études, je vous pose la question de si vous changez vos utilisateurs du test ou d'autres études, est-ce que vous aurez les mêmes réponses? Et si vous n'êtes pas capable de dire oui à cette réponse-là, ne faites pas l'étude. Ne faites pas un test utilisateur sur 5 personnes si vous n'êtes pas sûr que vous allez répéter les mêmes notes. Attention, je sens ma baguette. Alors, du coup, moi, j'ai un tips. Moi, j'accepte de faire parce que du coup, j'attaque par le quanti. C'est-à-dire qu'on est rodé, l'équipe quanti, on est rodé. Et du coup, souvent, quand vous commencez à mettre le doigt dans le quanti et que vous appuyez sur des éléments qui sont un peu douloureux. Tout à l'heure, on parlait de la méconnaissance de l'utilisateur par le client qui va vous dire « Non, mais c'est bon, je le connais, il est comme moi ». Alors, souvent, je contre avec de la donnée quantitative. Et du coup, je mets mon budget d'abord sur de la donnée quantitative. Ça me permet de mettre en avant des points de friction où, du coup, se rendre compte, comme on disait, le quanti va faire émerger des problématiques. Et du coup, souvent, après, je fais une matrice effort-effet en disant « Ok, on a cette problématique, on peut la résoudre, mais il nous faut tant de budget ». Et du coup, après, ils sont pris dans un engrenage de, effectivement, ça permet, dans la donnée quanti, mais du coup, voilà, RGPD, etc., comme vous disiez tout à l'heure, d'aller chercher des informations directement dans les bases de données de vos clients, qui eux les ont, et comme ça, vous n'avez pas de problématique et ça vous donne un premier insight. Moi, ça m'est arrivé aussi du coup de proposer ce genre de protocole plus low cost, mais avec justement l'approche de bon, là, tu as vu, j'ai pu t'apporter une super valeur que tu as trouvé intéressante dans ton process, mais imagine avec une vraie méthode tout ce que je pourrais t'apporter. Et en plus, là, je t'ai amené une liste longue comme ça de limites de l'étude. On pourrait vachement la raccourcir si tu me filais les moyens de le faire. Je peux rajouter un truc sur le convaincre de donner du budget pour les tests. Ouais. Moi, mon argument phare, c'est toujours de leur dire, c'est comme tout, vous prenez vos risques. Vous ne faites pas de test, prenez vos risques. Si votre produit se viande qu'il n'y a pas d'utilisateur derrière, voilà, vous avez pris vos risques. Et puis, plus vous faites des tests précis ou qui valident des hypothèses, et plus votre marge de risque se réduit. En général, les gestionnaires de risque, ça leur parle. Ouais, ça marche pas, il y a toujours des ego marketing. Non, mais moi je sais que ça va marcher. Non, mais je sais juste 3-4 personnes que tu interroges. Il n'y a pas de souci, c'est juste pour confirmer que j'ai raison. Ouais. Du coup, tu cautionnes quelqu'un et après, du coup, ça devient compliqué de lui dire qu'il s'est trompé. Parce qu'après, c'est sur toi que ça va retomber. Enfin, moi, je vais dire ça. Leur risque. Ouais. Donc pour les tests que j'ai, il faut déjà redonner les lauriers à César. C'est une thésarde en UX qui s'appelle Estelle Lina qui a fait une thèse sur la charge cognitive avec le CHU de Nantes et OnePoint. Et donc, c'est des casques qui sont utilisés dans le cadre de la recherche pour, par exemple, des personnes qui ont des traumas, qui ont eu un membre en moins ou un truc comme ça, pour les douleurs fantômes. Enfin, c'est le truc face à un miroir. Donc, c'était ça avec de la VR. Et bon, donc ça, c'est la partie sérieuse. La partie moins sérieuse, c'est qu'on a fait des jeux avec, en gros, avec le casque que j'ai, pour dire, si tu grimpes et si tu fais tel mouvement. Et le gros point dont les chercheurs me parlaient, c'était, le point dur, c'est comment interpréter des résultats qui puissent être valides sur plusieurs personnes. Et ça, c'est un peu le Graal de plein de laboratoires de recherche là-dessus. C'est que aujourd'hui, ils ont tous plus ou moins leur recette. Leur protocole. Il n'y a pas de truc qui fait le consensus ou qui marche de manière très fréquente. Il y a souvent une grosse phase d'apprentissage qui est différente d'une personne à l'autre. Et qu'une fois qu'il y aurait en gros cette clé disponible avec un taux de réussite suffisamment bon, ça ouvrirait plein de portes pour des membres automatisés, vous voyez, on peut rajouter des trucs, le fait de dire en vert, tu vois ton membre qui te manque, ou tu vois les parties, tu peux travailler sur des
tout un tas de maladies, alors qui ne sont pas forcément que des amputations, mais qui peuvent être... Enfin, voilà, donc tu as les maladies, puis tu as aussi toute la partie relaxation qui peut arriver derrière, se mettre en condition pour, je sais pas, avoir un examen, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est une clé et qui dépend pas forcément de la qualité de l'électroamputations, mais vraiment du moteur derrière qui va permettre d'arriver à en tirer une donnée compréhensible. Et il y a une deuxième problématique que tu as sûrement déjà rencontrée, c'est quand tu as des chercheurs qui ne sont pas d'accord sur qu'est-ce qu'apporte un IRM et du coup qui remettent en question le motif même de l'EEG parce qu'ils viennent d'écoles différentes. Et du coup, effectivement, tu peux tomber sur des utilisateurs avec des cerveaux hétérogènes qui ne vont pas tout à fait clignoter comme les autres. Donc effectivement, c'est vraiment… En tout cas, voilà, moi, je tiens à dire que c'est vraiment hyper passionnant. Mais qu'il faut, comme dit Manu, vraiment, et Léo, et je pense qu'on est tous d'accord, apprendre avec des super pincettes, parce qu'à ce moment-là, on est vraiment dans de la recherche, de la recherche au sens presque scientifique et strict du terme, quoi. Ah bah là, avec le CHU, c'est scientifique. Oui, c'est ça, mais voilà, et comme on disait, nous, on commence à tous s'équiper, on travaille tous avec des chercheurs, et c'est là quand tu vois qu'il n'y a pas de consensus dans la recherche et que toi, tu arrives avec un outil qui est dans l'innovation, avec des moteurs d'interprétation, que tu dois dire à tes devs de faire comme ça, mais qui ne sont pas tous d'accord, parce que, voilà, c'est vraiment… Et même en termes d'outils, les outils derrière, il n'y a pas de consensus. Non, on est bien d'accord. C'est hyper clair pour la stratégie. Nous, on a forcément le cas. Comment est-ce qu'on évalue la note que va avoir un jeu? Chaque jeu étant extrêmement différent, étant un mastodonte, etc. C'est une question qui est extrêmement importante. Et les méthodologies du coup derrière à sortir et comment est-ce qu'on assure qu'on a la donnée, qu'on l'interprète correctement, qu'elle est fiable, etc. C'est un sujet colossal. En tout cas, merci beaucoup. Super intéressant. Merci. Je crois que je suis désolée, on a dépassé. Je suis un très. Je peux répondre juste la question. Ouais, j'ai failli te sonner les cloches plusieurs fois. J'aurais dû. J'aimerais bien répondre à la question de Vicky sur le Canada. Alors, je sais que c'est peut-être plus à Stéphanie de répondre à ça. Mais cela dit, pour avoir bossé justement sur ces thématiques de biométrie avec des chercheurs québécois qui sont venus en France justement pour apporter ça, en fait, dans la recherche en psycho, souvent en France, il y a une approche qui est très. Alors, c'est quoi l'inverse de pluridisciplinaire? Monodisciplinaire. Ouais, monodisciplinaire. Il y a les cognitivistes, il y a les linguistes, en fait, c'est vachement plus en silo qu'au Canada où ils en ont vu vraiment holistique. Et donc, nous, on bossait avec l'Université de Lille 3 qui faisait tous nos tests et nos protocoles parce qu'ils étaient des courants canadiens. Et donc, ils avaient vraiment un cran d'avance, comme les US aujourd'hui, un petit cran d'avance sur la user research. Moi, je les écoute, je regarde les publications, les podcasts, souvent, je les regarde en français québécois. Ça me fait beaucoup rire d'ailleurs. Mais ils sont en avance là-dessus et je trouve que c'est vraiment important d'avoir un œil rivé à la fois sur tout le continent américain, pas que. On est beaucoup trop rangé en France. On est un peu, on réinvente le couteau à couper le beurre ou le fil à couper le beurre sans arrêt, en faisant croire que l'UX en fait c'est une discipline qui est acquise spontanément de nulle part. Et alors qu'on pioche 90% de nos pratiques sur des trucs qui existent déjà, on l'assume pas trop en France le fait de cet héritage en user research, de la psycho, des sciences sociales, du marketing, de tout ce qui existait depuis déjà 50 piges. Alors qu'aux US ils sont plus sur ce côté-là. Non, c'est une discipline qui est construite, qui est arrivée. Donc ça c'est vrai qu'il y a un petit travail à faire en France pour amener ça à des meilleurs niveaux et éviter la bullshit, comme on en a parlé un petit peu au préalable. Et surtout, c'est quand à chaque fois on a justement ce sujet de où est-ce que vous faites votre veille? Et justement dans tous les domaines dont on hérite, donc dans le marketing, dans le product management, dans la stratégie d'audience, dans la recherche, et à chaque fois dans tous ces domaines-là, on va pouvoir piocher énormément de méthodes de grande qualité qu'on fait leur preuve depuis 50 ans, 100 ans. Yes. Oui, puis on voit qu'il y a une réinterprétation. Quand on regarde certaines matrices du X et certaines matrices de market, elles sont hyper complémentaires. Ça m'a fait beaucoup rire. Il y a 2 ans, il y a une innovation. Non, c'était l'an dernier. Il y a un gars qui a sorti, alors je ne sais pas qui c'était, qui avait sorti, il y a le sentence completion, la complétion de phrase, mais qui a dit c'est l'innovation UX 2019, c'est la complétion de phrase. Et du coup, il y a plein de gens qui ont répondu sur LinkedIn, ah ben oui, c'est génial, je ne connaissais pas comme méthode et tout ça. Et c'est caractéristique un peu du marché français, de ce qu'on peut voir sur LinkedIn. C'est dommage parce que la complétion de phrase, ça existe depuis très longtemps. La psychanalyse, ça a amené aussi des choses, du marketing, on en trouve depuis toujours. Et en fait, on a souvent tendance à réinventer l'eau chaude à foison et c'est un peu dommage. Alors qu'il y a plein de choses à faire. On parlait, voilà, là on a abordé la biométrie, on a abordé l'IA, on a tellement de choses à découvrir encore et à faire. L'IA en coop. Voilà, c'est ça, l'IA en coop, parce que nos datasets, ils ne seront pas américains si on ne veut pas qu'ils soient biaisés. Il y a un moment donné,
il faut qu'ils aient des biais français pour répondre à des problématiques français. Et du coup, j'ai vu tout à l'heure Stéphanie, elle parlait justement des outils de data mining. C'est dommage que tu ne sois pas montée, j'aurais pu te voir en caméra. mais du coup, il y a plein d'outils de text mining que vous pouvez tester qui sont gratuits. Après, voilà, dites-vous toujours que le dataset, c'est vous qui le faites et que moi, je pense qu'une IA, biaisée ou pas, c'est pas la problématique parce que le biais et l'éthique, c'est un choix qu'on fait nous en tant qu'utilisateurs et que UX researcher. Et du coup, c'est le quali, comme on vous le dit depuis le départ, qui le fait. Donc, c'est vous qui décidez les questions que vous posez et comment vous les calibrez. Après, le reste, c'est d'avoir des super marteaux et des super haches à deux mains pour pouvoir transformer ça en choses qui vont être actionnables. Clairement. Il y a un petit truc de démarche là-dessus qu'on peut tenir tout simplement de l'anthropologie, mais qui est qu'à chaque fois qu'une nouvelle génération arrive sur le marché du travail, elle redécouvre en fait le marché du travail et son domaine, etc. Et du coup, forcément, quand on arrive et on est junior, mais on ne sait pas quel est tout l'héritage derrière nous, quelles sont toutes les disciplines et en fait tous les domaines qui ont convergé pour aujourd'hui donner le métier dans lequel on bosse. Et même si on bosse sur des nouvelles technologies, sur des choses qui n'existaient pas du tout avant, on se base sur énormément de choses qu'on hérite de toutes les générations précédentes. Et justement, prendre conscience de ça, de ces générations et de ces métiers, de ces expertises différentes qui existaient déjà avant et qui ont fini par germer dans notre métier, ça nous permet justement de découvrir énormément de secteurs dans lesquels on peut aller faire notre veille et choper des informations super pertinentes pour mieux comprendre et avoir une vision plus large de notre métier et toutes les méthodologies qu'on peut mettre en place. Alors, je vais vous faire un aveu, si je peux en profiter. Moi, ça fait presque 10 ans que je fais de l'UX et j'ai découvert qui était Norman en 2018 et j'ai lu un premier bouquin ou un extrait ou une vidéo de lui en 2019. Voilà. Parce que ça existait déjà, en fait. L'analyse sensorielle, c'est une mine d'or sur nos jobs. On n'en parle jamais. La qualité perçue, on n'en parle jamais. Les méthodes japonaises qui permettent de mieux connaître les utilisateurs, de concevoir, c'est des bijoux, en fait, sur nos jobs. Et voilà, moi c'est un truc que je voulais partager, une confession que je voulais vous faire, c'est que j'ai découvert ces grands acteurs et grâce à la FLUPA, qui est un énorme promoteur et catalyseur de tous ces lignes d'influence qui sont à connaître aujourd'hui sur nos jobs. Est-ce qu'on se dit que c'est le mot de la fin? Ça me paraît super. À tout le Ça me monde. paraît pas mal, à moins qu'il y ait une dernière question qui se rush, mais on a déjà dépassé l'heure 20. Ouais. Et du coup, voilà, je pense plus court demain, promis. En tout cas, ce qu'on essaie de vous transmettre, et c'est ce que disait Manu, c'est que si on est ensemble tous les quatre, c'est parce qu'on adore d'apprendre et que apprendre les uns des autres. Et comme vous l'avez vu et vous l'avez senti, on est ultra complémentaires. Et du coup, j'espère que c'est ce qu'on vous a fait ressentir ce soir, tous ces horizons, et que du coup, il n'y a pas de recette magique. C'est vous qui la faites et c'est vous qui faites le X de demain. Et c'est aussi pour ça qu'on valorise beaucoup ce que vous apportez vous aussi à ces conversations. Et c'est toujours super enrichissant de faire intervenir de nouvelles personnes pour apporter au débat. Donc merci beaucoup à vous dans le chat et pour ceux qui sont venus sur scène. Ouais, et sachez que si on avait 3 heures tous ensemble pour que tout le monde puisse monter sur scène et partager, ça serait avec plaisir. Mais bon, malheureusement, le temps est un peu serré. J'ai plein de questions que j'aimerais poser, mais bon, effectivement, on a passé l'1h20. Et puis pour moi, c'est l'heure de l'apéro, là. Moi, j'ai toujours pas mangé. Mon arbitre a rouillé sur moi. Je peux plus la bouger. Très bien. Avec le casque pour partir, vous voyez. Allez. Au revoir à tous. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bonne soirée. On se voit à la prochaine soirée demain. Et sur YouTube. Merci beaucoup. À demain. Merci. Ciao tout le monde.